Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, pour reprendre après la pause, j'espère que ça va aller. Donc je me présente, Félicien Thiou, responsable construction durable Simbéton. Et normalement j'étais accompagné de mon collègue Laurent Truchon qui est délégué bâtiment mais qui malheureusement a eu des petits soucis de dentiste ce matin. Donc il ne sera pas présent mais pas de soucis, c'est rien grave. Et du coup, alors je crois qu'il y en a qui ont assisté ce matin à ce qu'on a présenté dans la salle de conférence sur la RE 2020 et le bâtiment collectif. Et ce qu'on va vous présenter s'inscrit pleinement dans la lignée en fait de l'étude, puisque du coup les conclusions qui ont été tirées de l'étude qui a été présentée ce matin, c'est effectivement que par rapport aux solutions béton des logements collectifs, les bâtiments s'inscrivent actuellement dans la ligne des seuils de la RE 2020. Toutefois, le bâtiment qui a été présenté, encore une fois, on se doute que c'est un bâtiment qui est un petit peu élevé par rapport au retour d'expérience qu'on a sur d'autres bâtiments. Mais effectivement, dans certains cas, on va avoir potentiellement déjà des problèmes pour atteindre des seuils. Et à ce moment-là, il va falloir activer certains leviers de manière à réduire l'impact. Et ça va être tout l'objet du coup de la présentation que je vais vous faire. Sachant que, en gros, ça va se décliner en trois parties. On va dire des leviers qui vont être à court terme facilement déclenchables et très rapidement pour les CE 2022-2025. Une autre partie où ça va être un petit peu plus long parce que ça va demander un petit peu plus d'efforts de la part des industriels. Pour les seuils à horizon 2028-2031, comme on l'a vu encore une fois ce matin, où on peut avoir des problèmes, mais en gros, on devrait réussir à avoir les solutions techniques pour répondre à ces exigences. Et après, très rapidement, ce qui est envisagé pour au-delà des RE 2020, un horizon 2050. Voilà. Donc, pour commencer à court terme, donc 2022-2025. Alors, je vais refaire très rapidement un petit exposé de là où vient l'impact dans le béton. Donc voilà, vous avez en gros le découpage très rapide du cycle de vie d'une solution béton. Donc là, on est sur un mètre cube de béton prêt à l'emploi, hein, le camion Toupie. Et vous avez en gros, on le voit assez facilement, hein, le principal impact vient de la partie cimentière, où voilà, ça représente à peu près 80-85% du poids carbone du béton. Après, vous avez quelques répartitions au niveau des autres constituants, de la destruction, de la mise en œuvre sur chantier, voilà, qui vont faire appel à des leviers, on va dire, beaucoup plus spécifiques à chaque industriel et à chaque chantier. Donc on ne va pas forcément rentrer dedans, mais il y a aussi des travaux qui sont faits dessus. Et alors vous voyez aussi, il y a deux valeurs négatives, hein, en vie en œuvre et en fin de vie, qui ne sont pas des erreurs, en fait, c'est tout simplement, on va le voir après, mais au moment de la fabrication du ciment, il y a un process de décarbonatation où chimiquement on va émettre du CO2. Et en fait, au cours de la vie en œuvre et de la fin de vie du béton, on a le process inverse où on va avoir une réabsorption des molécules de CO2 par la matrice cimentaire. Donc voilà à peu près l'éclaté de l'impact. Et du coup, à partir des conclusions et des observations qu'on peut faire, on va essayer d'activer différents leviers. Point important qu'il faut retenir, c'est en gros la valeur qui est donnée en dessous. Voilà, 1 mètre cube de béton, alors c'est 1 mètre cube de béton sans armature, on parle juste du béton, là, pas du béton armé. 1 mètre cube de béton, on va dire déjà bien optimisé, parce qu'on verra après pourquoi je dis bien optimisé. Voilà, on est à peu près déjà à 200 kg de CO2 par mètre cube de béton. Mais ce que je vous ai dit là, en fait, c'est valable surtout pour un béton classique. Alors, ce qu'on appelle un béton classique, c'est ce qui est couramment mis en œuvre dans les bâtiments. C'est un C2530 en classe de résistance et un XC1. Donc XC1, c'est la classe d'exposition. Et en fait, en fonction de ces performances-là, donc classe de résistance, classe d'exposition, voire le taux d'armature, on s'aperçoit que, en gros, ça va être spécifique à chaque application. Et le travail de ces couples, classe d'exposition, armature, et classe d'exposition, classe de résistance, et également ratio d'armature, fait qu'on va avoir différents impacts, en fait, selon les solutions qu'on va mettre en œuvre. Et du coup, vous avez là toute une déclinaison des différents impacts qu'on peut avoir et la variation qu'on va retrouver selon ces applications. Et le but va être vraiment déjà, dans un premier temps, d'essayer de jouer avec ces différentes performances pour optimiser au mieux les solutions qu'on met dans le bâtiment. Et je vais vous montrer quelques applications après.
Mais du coup, alors c'est pareil, ça a été déjà parlé un peu ce matin et je sais qu'un industriel a fait une présentation dessus. Le premier levier qui vient directement en tête, ça va être de jouer sur la formulation même du béton. Euh, on verra, enfin voilà, il y a le ciment qui rentre en ligne de compte et effectivement, du coup, bah, déjà, principalement, on va dire, comme on l'a vu, le poids carbone d'un béton, c'est le ciment. Et bah, effectivement, le premier levier, ça va être d'essayer de faire appel à des ciments à impact carbone réduit. On verra ça un peu après, un peu plus en détail. Mais il n'y a pas que ça, il y a également d'autres aspects, on va dire, de performance du béton qui peuvent permettre de réduire les impacts, notamment les squelettes granulaires et les adjuvants qui vont permettre d'optimiser les performances vraiment microscopiques du béton via la compacité, le temps de prise. Et du coup, déjà, juste comme ça, avec ces applications-là, on peut réussir à aller gratter des kilogrammes de CO2. Euh, Jusqu'à maintenant, il y avait, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'on va dire en début d'année, il n'y a pas de définition, et il n'y en a toujours pas de définition réglementaire ou normative du béton bas carbone. Chacun y allait un petit peu de sa définition. Et déjà, pour combler ce vide, du coup, il y a le syndicat national du béton prêt à l'emploi qui a proposé une définition de ce qu'est un béton bas carbone. Et du coup, vous avez un petit tableau ici qui est en gros, vous fait le schéma. Donc si on se replace dans les performances qu'on avait tout à l'heure, qui était annoncé, donc un C2530 XC1. Donc je vous ai dit, voilà, en gros, un béton déjà optimisé, on est aux alentours de 200 kg de CO2 par mètre cube, c'est la valeur que vous voyez là-bas en noir. Et voilà, en fait, on a plutôt une fourchette. On va avoir des bétons qui vont varier entre 200 et 230. Et du coup, ce qui est proposé, c'est considérer un béton bas carbone à partir du moment où on va passer sous seuil de 180 kg de CO2. Alors voilà, ça fait à peu près. Alors effectivement, si on se place à 200, ça fait que 10%. Si on se place à 230, ça fait plutôt de l'ordre de 25%. Donc ce qui est à peu près raccord avec les objectifs qui sont visés par la RE 2020 à un horizon 2028 sur le 25%, si je ne dis pas de bêtises. Ce schéma vous est proposé, donc vous voyez bien, en fonction des différentes applications qui vont être faites des solutions béton, donc classe de résistance, classe d'exposition, mais également en fonction de l'endroit où ça va être mis en œuvre. Donc là, on est sur un bâtiment courant et vous avez les déclinaisons pour des bétons de voirie, des bétons de génie civil ou des bétons agricoles. Parce qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes contraintes et les mêmes agressions au potentiel extérieur. Le petit document est téléchargeable sur le site du SNBPE. Je vous ai mis le lien quand vous pourrez télécharger, mais si vous tapez sur Internet, vous pourrez y accéder très facilement. Donc voilà, ça c'est déjà vraiment un premier levier. Ça va être effectivement, encore une fois, comme les industriels, certains industriels le proposent, recours à la formulation bas carbone. Mais du coup, ce qui est sorti des études qu'on a pu faire avec les bureaux d'études et même nous en interne, en gros, c'est pas les seuls leviers. Il y a d'autres leviers qui peuvent être déjà déclenchés. Et alors ça va faire un petit peu liste à l'après-vert en partant du plus simple au plus compliqué. Mais en gros, c'est vraiment ce qu'on appelle à déclencher et à réfléchir pour vraiment optimiser la performance carbone. Bon, effectivement, le premier est on va dire, assez facile à imaginer. Hein. Quand on est sur des opérations de rénovation, ça va être d'éviter les déconstructions. Tout ce qu'on va économiser en structure et qui va être évité d'être démoli, c'est ce qui va être évité d'être remplacé. Et on va amortir encore une fois l'impact carbone déjà de la construction en place encore plus longtemps et réduire également l'impact carbone en faisant appel à de nouveaux matériaux. Ensuite, ça va être travailler encore une fois, juste optimiser les performances, hein, jouer sur la classe d'exposition. Alors la classe d'exposition, pour vous le refaire très simplement, en fonction des agressions extérieures du béton, on ne va pas avoir les mêmes propriétés qui vont être attendues. Un béton en façade maritime va avoir beaucoup plus d'agression qu'un béton voilà, au milieu de la Picardie ou au niveau de votre région. Et du coup, travailler et optimiser ces performances d'exposition, voilà, on peut avoir une réduction de l'ordre de 5% au niveau des façades, ce qui est déjà pas négligeable. On va essayer aussi de travailler à l'optimisation des épaisseurs. Alors, pourquoi effectivement, ça semble couler de sens, mais classiquement sur un chantier, de manière, on va dire, pratique, quand on coud des murs en béton prêt à l'emploi dans des coffrages, de manière à simplifier, à éviter d'avoir des erreurs sur le chantier, on va tout couler sous la même épaisseur. Voilà, des murs de 20 partout, par exemple. Alors que potentiellement, des murs de 16, voire de 18 suffiraient à certains endroits pour les performances acoustiques ou les performances mécaniques.
Du coup, ce qu'on a regardé, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe si on réduit l'épaisseur des voiles et qu'on essaie d'optimiser au maximum. Voilà, hein, vous réduisez 1 cm de voile, vous avez un gain de 6%. C'est pas tout à fait additionnel, mais voilà, vous réduisez de 2 épaisseurs, donc passez de 20 à 18, vous êtes quasiment à l'heure de 10%. Alors, pas au niveau du bâtiment, encore une fois, au niveau des murs hein, qui sont concernés, de la solution, mais voilà, on est sur des leviers qui commencent à être intéressants. Même principe sur les poteaux. Quand vous faites un bâtiment classique en collectif en poteau, où on a tendance à mettre la même section de poteaux sur tous les niveaux. Et en fait, au dernier niveau, il n'y a pas forcément d'avoir le même besoin mécanique que ce qu'on a au premier niveau. Et du coup, chercher à optimiser les épaisseurs de poteaux au fur et à mesure où on monte. Et voilà, sur un bâtiment à 9 étages, au niveau des poteaux, on a réussi à avoir un gain de l'ordre de 20%, juste en réduisant les sections des poteaux. Là, on va commencer à changer un petit peu, on va dire, de mode constructif, évoluer un petit peu. Recourir à ce qu'on appelle des solutions évidées. Alors là, du coup, ça va faire un changement de constructif parce qu'on va peut-être se déplacer de solutions béton prêt à l'emploi à du béton préfabriqué. Et du coup, effectivement, classiquement, on couvre des dalles en BPE, des dalles pleines. Si on change ça et qu'on passe sur des dalles alvéolées, alors c'est des dalles préfabriquées avec des vides, hein, voilà, on a une réduction sur les planchers de l'ordre de 8%. Même chose en façade. En façade, donc classiquement, on va avoir des voiles pleins. Ce qu'on a regardé, c'est sur un bâtiment, sur les 2 derniers niveaux, par contrainte mécanique, du coup, on n'a pas remplacé tous les éléments de façade, mais vraiment les façades des derniers niveaux avec du bloc classique, donc le parpaing creux en B40, qu'on peut retrouver dans les maisons individuelles, qui répond du coup bien aux contraintes mécaniques. Et voilà, on a une réduction de l'ordre de 65% sur les façades, juste sur les niveaux concernés. On a essayé de faire le même exercice, et c'est totalement possible avec les gammes de blocs qui peuvent être proposées maintenant sur les autres niveaux, en montant en performance de bloc, donc des B60, B80, B120 qui ont des performances mécaniques plus importantes. Et alors, je n'ai pas marqué, mais voilà, on arrive à avoir des réductions de l'ordre de 50% sur l'ensemble des façades du bâtiment, ce qui est encore une fois pas négligeable. Toujours, alors là, effectivement, ça demande encore une fois à faire évoluer un peu les modes constructifs et les pratiques courantes. Mais encore une fois, classiquement, on construit du collectif avec du voile et dalles pleines. On n'a pas encore fait d'études là-dessus, mais c'est prévu. On essaie de regarder si on peut avoir un mode de constructif plutôt poteau-poutre avec du remplissage. Où là, on va alléger la structure. On va plus avoir des murs pleins, mais quelques éléments porteurs et des éléments de remplissage pour faire la séparation d'espace. Et en plus de ça, effectivement, donc le but est d'avoir aussi une reconversion du bâtiment qui va être beaucoup plus pratique. Parce que ça va être plus simple de casser et de répartir les espaces quand on a des éléments non porteurs que de devoir réaménager quand on a des éléments porteurs à déconstruire, à remplacer, c'est plus compliqué. Et potentiellement aussi une autre application, c'est la dalle en post-tension, où là, par rapport à la dalle habituelle coulée en place, voilà, on a des réductions de 25%. Et alors là, encore une fois, un autre objectif, alors là, plutôt poteau-poutre, encore une fois. Optimiser, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les classes de résistance, puisque classiquement, encore une fois, on s'oriente vers des bétons C25-30 XC1. Et en fait, on s'aperçoit que si on optimise les classes de résistance, on va avoir des éléments qui sont plus légers, c'est-à-dire au lieu d'avoir des poteaux de 50-50 par exemple, on va arriver sur des poteaux de 30-30, mais avec une performance plus importante. On va monter en performance de béton, donc au mètre cube, ça veut dire qu'on va avoir un impact supérieur, mais en réduisant le volume, on va également réduire au final l'impact global de la solution. Et sur des poteaux, voilà, ça se traduit par une réduction de l'ordre de 25% quand on fait cet exercice au niveau d'un bâtiment. Et sur les poutres, on est même à une réduction de l'ordre de 40%. Voilà, ce qui n'est absolument pas négligeable. Voilà pour un peu la liste des solutions. Petit message, conclusion intermédiaire, on va dire. Encore une fois, ça passe déjà, mais ça passe parce qu'encore une fois, les cimentiers ont déjà fait des efforts. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, on arrive à des bétons qui ont une empreinte maintenant assez réduite par rapport à ce qu'on avait avant. Et on propose des solutions qui peuvent être mises en place dès à présent. Et comme vous l'avez vu, si on arrive à combiner toutes les solutions, on peut déjà, en fonction des projets que vous allez rencontrer,
optimiser les performances et déjà voir même juste sans bouger, on va dire, la formulation bas carbone, atteindre juste par la conception les niveaux qui peuvent être visés en 2025. Et dans un deuxième temps, effectivement, faire appel potentiellement à des solutions et des formulations bas carbone. Au niveau de 2028-2031, alors là, on va beaucoup plus se focaliser sur la partie ciment. Et pourquoi on attend? En fait, tout simplement parce que ça va demander notamment des évolutions de process qui sont importants et qui peuvent pas être faits comme ça directement. Ça demande des investissements et des travaux qui sont assez lourds au niveau des sites. Mais déjà, pour vous le refaire, donc vous avez ici le schéma de production du ciment. Alors, je vais faire très rapidement, mais en gros, on extrait des matières premières, du calcaire et de l'argile. On broie, on met tout ça dans un four à haute température, on cuit en fait la matière. On va ressortir ce qu'on appelle le clinker, qui est voilà, la matière transformée calcaire-argile. C'est broyé, c'est mélangé à des additions, du laitier, des filaires calcaires, des cendres volantes, des argiles. Et c'est une fois qu'on a fait ce mélange qu'on a le ciment. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit déjà directement, c'est que le gros de l'impact en fait dans le ciment, ça vient principalement de la cuisson. Et on a en fait un tiers qui est directement lié à l'énergie primaire enfin l'énergie primaire, à l'énergie de cuisson qu'on va mettre dans le four pour chauffer la matière. Et 2 tiers en fait, ils sont une réaction chimique, donc la décarbonatation du calcaire, qui chimiquement va réémettre une molécule de CO2. Et du coup, le but va être effectivement de travailler sur ce process, mais également sur des formulations de ciment qu'on sort derrière. Et ça, on va le voir après. Mais du coup, voilà, en gros, actuellement, une tonne de ciment, c'est 625 kg de CO2. Oui, pardon. Donc déjà, les premiers leviers, ça va être technologique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est une feuille de route. Excusez-moi, j'ai oublié une petite introduction. Ce que je vous présente là, c'est une feuille de route qui a été éditée par l'industrie cimentière en collaboration avec les pouvoirs publics, et c'est ce qui est visé du coup comme optimisation à horizon 2030 pour la trajectoire de décarbonation de l'industrie. Donc il y a plusieurs leviers, donc il y en a 2 technologiques et un qui est vraiment lié au produit. On en a un sur l'efficacité énergétique des fours, où là le but va être effectivement de remplacer des outils de production qui sont assez vieux par des nouveaux outils dans le but de les rendre plus optimisés et plus efficients. Et du coup, ça, effectivement, ça fait un gain de l'ordre de 3%, mais c'est pas négligeable. Encore une fois, sur le process. Le recours renforcé aux combustibles alternatifs. Donc, dans les fours de cimenterie, on brûle un peu de tout, mais du combustible primaire, donc il peut être du coke de pétrole, du charbon ou du gaz naturel, mais également des combustibles alternatifs. Déjà, on fait de la valorisation énergétique. Donc, en gros, c'est des déchets qui, au lieu d'être mis en incinérateur, sont valorisés énergétiquement dans les fours. Mais pas que, en fait, suivant la composition des déchets, on peut aussi avoir des propriétés intéressantes qui sont retrouvées dans les ciments. Donc il y a une double valorisation, en fait, valorisation vraiment énergétique avec la part énergétique des déchets et une valorisation matière en fonction de la composition des déchets. Et un dernier levier qui est vraiment l'élargissement, on va dire, de l'offre de ciment à basse teneur en clinker, donc le clinker étant le principal composant impactant du ciment. Le but va être de s'orienter de plus en plus vers des ciments à basse teneur en clinker, à augmenter le taux d'addition dans les ciments et du coup proposer de plus en plus de ciments bas carbone, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, comment ça se traduit au niveau de l'offre cimentière? En fait, vous avez, voilà, alors, en gros, c'est la gamme des ciments qui existe pour faire des bétons. Alors, chaque ciment est un peu spécifique, mais pour des applications actuelles, béton prêt à l'emploi ou béton préfabriqué, voilà, on va plutôt aller chercher ce qu'il y a au niveau du rouge, des CM2 et des CM1, qui ont du coup une grosse teneur en clinker. Et le but va être, dans le temps, au fur et à mesure, de plutôt s'orienter vers les ciments, on va dire bas, qui ont moins d'impact, et de renforcer en plus cette gamme de ciments bas carbone avec ce que vous avez en haut, qui est des nouveaux ciments qui sont arrivés en normalisation il y a peu. Du coup, les CM6 et les CM2C, qui sont des ciments ternaires, c'est-à-dire qu'on va, en plus du clinker, avoir différentes additions, donc du laitier, des cendres volantes, des argiles calcinés. Et le but va être de renforcer du coup l'offre commerciale et l'offre technique sur l'ensemble du territoire, de manière à répondre au mieux aux évolutions des seuils de la RE 2020, 2028 et 2031 avec l'utilisation de ces ciments.
Et du coup, on vous a fait un petit exercice pour vous montrer ce que ça peut donner au niveau d'un bâtiment. Donc vous avez voilà, passé d'un béton, c'est à base de CM2A, donc c'est encore une fois c'est les bétons on va dire classiques qu'on met en œuvre maintenant, à un béton de l'ordre de CM3, donc pour vous le refaire, voilà, on est à peu près ici quoi. Pardon. Hop. Voilà, donc au niveau d'un bâtiment, alors de la structure du bâtiment, passer tout ça, ça permet une réduction de l'ordre de 60%. En gros, on passerait voilà, un béton de l'ordre de 200 kg de CO2 à 140 kg de CO2 par mètre cube, ce qui fait environ 20% au niveau de la structure. Même chose si on passe d'un SEM2A à un équivalent SEM3B, donc là vraiment très basse teneur en clinker, voilà, on a une réduction de voilà, quasiment la moitié au niveau de l'impact, et ça représentera environ 30% à peu près au niveau de la structure. Voilà, donc encore une fois, ça combiné avec les autres pistes que j'ai pu vous présenter à court terme, donc les pistes vraiment conception, dimensionnement des produits. Donc on arrive vraiment à des niveaux de réduction d'impact qui sont intéressants. Donc en petite conclusion intermédiaire, voilà, encore une fois à moyen terme. Donc effectivement, des solutions cimentières bas carbone sont déjà présentes, mais encore une fois, elles vont monter en puissance dans les mois à venir avec des nouvelles normalisations qui sont sorties, et il y en a d'autres qui vont arriver encore une fois, pour renforcer l'offre de formulation bas carbone, des solutions qui vont également arriver au niveau des process, mais qui demandent un petit peu de temps, d'où le fait qu'effectivement il y a un petit temps de latence entre le début de l'ère 2020 et l'arrivée vraiment des solutions optimisées. Mais voilà, ça, pour on va dire moyen terme 2028-2031, ces solutions seront là et seront proposées par les cimentiers. Et du coup, pour voir un peu au-delà de la RE 2020, qu'est-ce qui est envisagé à voilà, objectif 2050. Alors là, c'est encore une fois le même scénario qui a été édité par la filière cimentière et les pouvoirs publics, la feuille de route de décarbonation. Et ce qui est envisagé du coup pour la filière cimentière, c'est une réduction de 80% à 2050 et une neutralité carbone au niveau de la construction filière béton globale. Et là, pour le coup, le moyen, un industriel a commencé à en parler ce matin, ça va être de recourir à des technologies de rupture, donc captage de CO2 et valorisation du CO2, en plus des solutions d'optimisation des fours. Et là, c'est des technologies qui sont émergentes et qui sont déjà pas en application, mais qui sont en cours de développement au niveau des industriels. Alors par contre, effectivement, ça demande un petit peu de temps, un peu plus de temps de développement et de recherche, parce qu'on est clairement sur des solutions qui demandent des investissements importants et des recherches importantes. Et voilà, on est sur pour le coup des projets mutualisés entre tous les cimentiers. Voilà. Voilà. Du coup, en conclusion, à court terme, on va dire que les solutions existent déjà et elles ont déjà fait l'objet d'optimisation et de la part des cimentiers, et elles vont appeler, on vous donne déjà des solutions pour, sans toucher à la formulation béton, juste conception des bâtiments, réduire l'impact des produits qui vont être mis, et s'il y a besoin, commencer à aller agir sur le matériau avec les solutions bas carbone. Solutions bas carbone qui à moyen terme vont augmenter en offre commerciale avec la commercialisation de nouvelles formulations ciment. Et du coup, à horizon 2050, voilà, un plan de transition sectorielle en ligne avec la SNBC vers une neutralité de la construction béton. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Bonjour, merci pour votre présentation. Je me posais quelques questions. La première, c'est avec les formulations CEM3, est-ce qu'on est équivalent en termes de résistance des bétons et également, qu'est-ce que ça donne, quels sont les freins éventuels au fait de remplacer le CEM2 par du CEM3 en termes de résistance, parce qu'on a vu qu'il y avait des optimisations en fait sur la section, par exemple. Ouais, alors le CM3, je vais dire, à maturité, donc à 28 jours, on a des performances mécaniques qui sont équivalentes. Par contre, effectivement, à court terme, sur les solutions à plus basse teneur en clinker, pour le moment, on a besoin d'avoir un temps de décoffrage qui est un petit peu allongé. Ça va dépendre de la météo principalement, parce qu'effectivement, quand il fait froid, on a une prise qui est beaucoup moins importante que quand on a en plein été. Mais il y a des travaux qui sont faits notamment au niveau des adjuvants, de manière à optimiser et à réduire ce temps de prise pour des bétons, effectivement. Alors,
on va dire SEM3 pour le moment, c'est des bétons avec beaucoup d'additions laitiers, donc c'est des adjuvants particuliers. Si après on se rend vers d'autres types d'additions, on va devoir faire appel à d'autres adjuvants et potentiellement voilà, optimiser encore un peu plus ce temps de décoffrage. Merci. Est-ce que je peux me permettre un petit complément sur un autre sujet Ouais. vis-à-vis des laitiers de haut fourneau qui participent en grande partie à justement l'amélioration de la partie de la composition, enfin de l'impact carbone. Est-ce que la filière a statué parce que côté métallurgiste, Au niveau de l'affectation, c'est ça? exactement. En fait, est-ce qu'à un moment il va y avoir quelqu'un qui tranche sur la part carbone qui est C'est en cours, ouais. Alors, au niveau du programme de déclaration IGNIAS, il y a une décision qui avait été prise juste avant les vacances d'été, qui était en gros une affectation à 1%. Au niveau des ciments, je ne sais plus comment ça varie, mais au niveau des bétons, en gros, on passe de 140 sur les bétons SM3, on passe de l'ordre de 140 à 145. Voilà, ça fait gagner 5 kg en plus. Pendant les vacances, le ministère, on va dire, a repris la main et on est toujours en attente de la décision. Donc on a contribué, ils nous ont interrogés, on a contribué sur notre position. Donc voilà, on était pour le coup en phase avec ce qui était proposé par IGNIAS, 1%. Et on attend la décision qui devrait arriver normalement fin du mois de novembre, début décembre. On attend, ça devait être pour mi-octobre. Mais voilà, on va avoir effectivement une prise en compte de l'affectation des laitiers. Normalement, ça devrait être de l'ordre de 1%, mais voilà, au niveau des bétons, on va dire que l'impact de cette allocation n'est pas non plus énorme. D'autres questions? J'ai été si clair que ça? Non? Si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, ou si vous voulez en poser après, je suis à votre disposition à la sortie si vous souhaitez. Merci à vous.